je pense. Et voilà. Parfait. Alors, donc, j'ouvre pour les participants. D'accord. Y a-t-il du monde dans la salle d'attente? Je ne peux pas savoir tant qu'on n'ouvre pas, malheureusement. Ah, d'accord. OK. Il y en a deux. Et je vais inviter les membres à fermer leur micro pendant que nous attendons pour commencer. Effectivement, il y a du monde qui assiste avec nous ce soir. Alors, je vais juste donner quelques secondes pour voir s'il y a plus de monde qui se joint à nous. Et ensuite, nous allons débuter. Voilà. Alors, ayant constaté le quorum des membres et la présence de notre personnel de l'arrondissement, je déclare ouverte cette séance du comité de démolition. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, mon nom est Christian Arsenault. Je suis élu ici en arrondissement et je suis également président du comité consultatif d'urbanisme et donc président aussi d'office de ce comité de démolition. Je vais présenter très rapidement les membres de notre comité. En regardant sur la liste, je vais aller en ordre comme voilà. OK, nous avons Jamila Adjamou, Isabelle Dumas, Jean Dufresne, Malaka Akawi et Pilar Mora. Bonsoir et merci d'être là, chers membres. Et de la part de notre direction d'aménagement urbain des services aux entreprises, nous avons Mme Lucie Bédard, qui est la directrice de la direction, ainsi que Temila Boussoualem, Jean-Simon Laporte et Sophie Cournoyer. Alors, merci aux employés d'être ici avec nous ce soir également. Nous avons un ordre du jour assez simple ce soir, 2 dossiers, donc 2 demandes de démolition. D'abord, la demande, en fait, c'est techniquement 3 demandes de démolition d'un bâtiment commercial situé au 2161 au 2167, ainsi que le 2175 et 2177 avenue Melrose, et une demande de démolition d'un bâtiment commercial situé au 5281 au 5288 boulevard des Carrés. Pour chaque des 2 dossiers, nous aurons l'explication des procédures techniques relatives à une demande de permis de démolition, la présentation de la demande et l'analyse de la direction, les questions et commentaires du public, qui est une période divisée en 2. D'abord, les questions et commentaires des participants, vous, les membres du public qui sont avec nous ce soir, ainsi que les questions et commentaires écrits que la direction a déjà reçus. Suite à ça, sera les questions et commentaires des membres du comité et finalement la décision du comité. J'ajouterais qu'il y aura possiblement entre les questions et commentaires des membres du comité une séance de délibération en privé au besoin, mais ça dépend sur les demandes et les besoins des membres pour chaque dossier. So just to recap very briefly, for those of you who are here with us who are more comfortable in English, good evening. Thank you for being here. My name is Christian Arsenault. I'm a councillor here in the borough and chair of the Urban Planning Advisory Committee, which makes me chair of this demolition committee as well. We're joined by members of the committee and employees of our urban planning division for 2 demolition requests. One that actually regroups a few addresses on Melrose. That's to say 2161 to 2167, 2175, and 2177 Melrose Avenue. And the second being at 5281 to 5289 DeCarry Boulevard. For each of these files, we will have the explanation of the procedure to be followed for a demolition request, the presentation of the file itself and the department's analysis, question and comment period by the public, which will be split in 2. First of all,
those of the public, members of the public that are here with us tonight, you can raise your hand and we'll unblock your mic so that you can ask us the question live. And then those that have been sent in writing that have already been received by the department, which we will read out, followed by the questions and comments from committee members and the committee's decision for each file. I will add that there might be a private deliberation session following the committee members' questions and comments as needed. Might happen, it might not. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec l'étude des 3 demandes de démolition d'un bâtiment commercial sur l'avenue de Melrose. Et c'est Madame Cournoyer qui présente le dossier. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit bien et on vous entend bien. Fantastique. Donc, allons-y ce soir pour la demande de démolition, les 3 adresses, donc 2161, 2167A, 2167, 2175 et 2177 avenue de Melrose. Donc, la présentation des membres s'est faite, lecture et adoption de l'ordre du jour également. Je vais enchaîner avec la présentation des procédures relatives à une demande de permis de démolition. Donc, les procédures telles que prévues par la LAU prévoient que toute personne pourrait s'opposer à une demande de démolition doit, dans les 10 jours qui suivent la publication de l'avis public ou à défaut, dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier ou au secrétaire trésorier de la municipalité selon le cas. Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues. Ces séances sont publiques. En outre, il peut tenir une audition publique s'il l'estime opportun. Donc, dans le cas qui nous occupe ce soir, nous n'avons reçu aucune opposition pour le projet étudié. Également, toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition qui sera rendue ce soir, interjeter l'appel de cette décision devant le conseil. Donc, tout membre du conseil, y compris membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa. Le citoyen qui souhaite faire appel de la décision peut transmettre par écrit sa demande à la secrétaire d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement fixera une date pour entendre l'appel et les parties concernées. Donc ici, vous pouvez voir une illustration, une représentation du processus de démolition. Donc d'abord, il y a une demande de démolition qui a été déposée à la direction, à la DOS de l'arrondissement. Et puis ensuite, suite à l'analyse du dossier, la demande, elle est soumise pour l'évaluation au comité de démolition qui, lui, prononce un avis avec ou sans condition. Dans le cas d'une demande d'appel, dans les 30 jours de la décision qui est prise, la décision finale se fait par le conseil d'arrondissement qui lui recommande la délivrance du permis de démolition avec ou sans condition ou qui peut également refuser la demande de démolition. Le comité autorise la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de démolir compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties en tenant compte des critères suivants. L'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé ainsi que la valeur patrimoniale de l'immeuble. Donc voilà, pour ce soir, ce qu'on étudie, c'est la démolition d'un ensemble de 3 bâtiments qui varient de 1 à 2 étages, qui est situé à l'intersection du boulevard de Maisonneuve et de l'avenue Melrose. Vous pouvez le voir juste ici. Dans le voisinage immédiat, on retrouve à l'arrière un bâtiment qui accueille un lave-auto ainsi qu'un garage automobile. On retrouve également une habitation de type conciergerie de 3 étages. Devant, on retrouve des habitations de type duplex en mode contigu. Finalement, au nord du site, c'est des habitations de type triplex en mode contigu. Ce sont des habitations de 3 étages. Toujours dans le secteur et le voisinage immédiat, on note la présence de la voie ferrée du Canadien Pacifique juste au sud du bâtiment à l'étude. On a la présence d'une piste cyclable qui est aménagée dans la portion sud du boulevard de Maisonneuve. Dans la portion nord, c'est du stationnement. Le boulevard de Maisonneuve est une voie à sens unique vers l'ouest et sur le boulevard de Maisonneuve, on accueille parfois des bâtiments commerciaux et industriels légers à différentes intersections. Toutefois, dernièrement, quelques-unes de ces têtes d'îlots ont été reconverties pour un usage résidentiel.
L'avenue Melrose, quant à elle, possède un caractère résidentiel. Il s'agit principalement de duplex et de triplex, des bâtiments qui sont en briques et qui sont implantés également en retrait de la voie publique, ce qui permet actuellement l'aménagement d'une cour avant gazonnée. Donc, pour ce qui est des reconnaissances et statuts, on va parler plus précisément des bâtiments à démolir. Donc, le premier et le deuxième bâtiment que je vais considérer comme un ensemble dans mon analyse est formé de 3 volumes avec une hauteur descendante vers le nord. Donc, en 2016, il y a une murale qui a été réalisée sur le bâtiment par A-Shop. À noter également là, que le bâtiment est adjacent au tunnel Melrose. Ces 2 éléments combinés font en quelque sorte que ce site est en fait un peu un repère pour le quartier. Le 3e bâtiment, juste ici, qui est à l'étude, c'est une construction de béton, toit plat, marqué d'une corniche en métallique simple. La façade présente un revêtement de briques également. Le couronnement est marqué par un bandeau de tôle ondulé. Pour ce qui est de l'historique des occupations, le premier ensemble de bâtiments était le 2161 à 65 et le 2175. Au moment de sa construction, vers 1948, abritait des activités de la compagnie Holland Construction. Donc, c'était une compagnie qui offrait des services de construction. Selon les plans de 1950, le bâtiment du 2175, c'est le premier bâtiment qui aurait été érigé sur le site. La portion du site, sud du site, je peux dire juste ici, servait quant à elle de cour à bois. Le 2161 et 2167 fut quant à lui possiblement construit dans les années 1950 et 1954. Donc, l'entreprise aura occupé des lieux là, jusqu'à 1986. Puis de 1967 à 1968, c'est vraiment des activités des compagnies de construction qui ont partagé l'occupation du site. Finalement, dans les années 1960, le bâtiment a été agrandi jusqu'au boulevard de Maisonneuve, ce qui donne sa forme actuelle. Cet agrandissement-là, c'est vraiment plus un garage là, accessoire au bâtiment. Le propriétaire actuel, c'est une compagnie à numéro, mais c'est important de noter que la compagnie de Sutton Plumbing Heating Supply a longtemps occupé le site également. Pour ce qui est du bâtiment du 2177, il aurait été construit en 1955. Il aurait été encore une fois occupé par une compagnie d'industrie lourde, William & Knowles, qui est une entreprise de vente d'acier et d'aluminium. En 1962, il a été transformé en garage. C'était le garage Campbell. Éventuellement, c'est le garage Lazare qui a occupé les lieux jusqu'à tout récemment. Présentement, le bâtiment est détenu par une compagnie à numéro. Donc, pour ce qui est du rapport d'inspection de l'état des bâtiments, au niveau de l'état général du premier ensemble, on revient au premier ensemble, il y a plusieurs items qui ont été constatés par les ingénieurs en structure qui indiquent que la structure ne respecte pas les normes en vigueur, qu'une bonne partie des éléments structuraux sont dans un état précaire, comme on peut le voir sur les photos. Le bâtiment comporte de très grandes déficiences et doit faire l'objet de mesures correctives à court terme afin d'assurer la sécurité publique des occupants. Donc, il serait donc difficile, voire inefficace, de conserver les éléments existants ou de tenter de les rendre conformes aux exigences des codes et des règles de l'art en vigueur. Pour ce qui est du 2167 avenue Melrose, on a un rapport qui nous a été soumis qui est similaire, donc qui mentionne que en général, la structure du bâtiment est en mauvaise à moyenne condition. Donc, afin de préserver le bâtiment, il serait recommandé que des réparations soient apportées dans un futur près et que le bâtiment soit inspecté annuellement afin d'évaluer sa stabilité jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. Donc, on parle de réfection des fondations existantes, on parle peut-être possiblement l'ajout de pieux qui serait nécessaire pour stabiliser le bâtiment, réparation des lézardes sur les côtés intérieurs, les murs périphériques, réfection complète des façades qui ne sont pas mitoyennes. Donc, plusieurs travaux à effectuer à court moyen terme. Pour ce qui est du projet de remplacement, donc voici ce qui en est. Voici l'utilisation du sol prévu pour ce site. Il s'agit d'un bâtiment résidentiel de 41 logements de type locatif sur 3 étages avec mezzanine et un stationnement souterrain. Les paramètres de densité respectent les dispositions du règlement d'urbanisme, tout comme les taux d'implantation qui est également respecté. Le projet offre 14 unités de stationnement intérieur et 40 unités de stationnement pour vélo qui sont réparties à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
Le projet s'inscrit dans la continuité de l'alignement résidentiel de l'avenue Melrose et à l'alignement de construction sur le boulevard de Maisonneuve. Important de noter, on a porté une attention à la répartition des unités. Donc, 12% des unités qui sont offertes dans le projet sont de type familial. Donc, avec 3 chambres à coucher et respectent également là, les superficies minimales pour être considéré comme un logement familial, c'est-à-dire sont au-delà de 96 mètres carrés. Je pourrais mentionner également qu'il n'y a pas plus de 20% des unités qui ont une superficie de 50 mètres carrés et moins, et que dans ce projet, aucun logement n'est entièrement aménagé au niveau du sous-sol. Au niveau de la matérialité, ben, on est dans une proposition avec des tons assez clairs, des matériaux qui sont nobles, durables. Donc, on propose une brique pour les volumes supérieurs du bâtiment, une brique de couleur beige. On propose un rez-de-chaussée qui est contrasté. On propose également des terrasses dans la cour avant sur l'avenue Melrose. Ici, on peut voir le détail architectural qui est proposé pour les étages supérieurs. Donc, c'est les matériaux de maçonnerie qui sont proposés. Plus spécifiquement, pour l'entrée sur le boulevard de Maisonneuve, les ouvertures sont dotées d'un encadrement métallique. Et on peut le voir ici au niveau des loggias. Il est proposé d'intégrer l'éclairage à main de ces encadrements. On a également, au niveau de l'entrée principale, des bacs de plantation qui sont proposés pour moduler l'espace, mais aussi pour permettre la plantation de tiges de métal qui vont soutenir des vignes pour encadrer l'entrée principale. C'est également par cette entrée que se fait, qui est une entrée accessible finalement et qui mène à l'ascenseur intérieur du projet. Les mezzanines, quant à elles, elles sont recouvertes d'un revêtement métallique. Les volumes sont unifiés avec un toit ajouré. C'est à noter que les mezzanines vont être revues en titre 8 par le CCI. Toujours au niveau de la toiture, la proposition intègre une toiture végétale de l'ordre de 15% de la superficie du terrain. Donc, elle est située dans la portion qui donne sur l'avenue Melrose. Ici, on voit la façade qui donne sur l'arrière du bâtiment, sur l'avenue Wilson, en fait, sur l'arrière des bâtiments qui sont situés sur l'avenue Wilson. Donc, dans la portion sud, elle est recouverte de maçonnerie. Dans le plan de façade qui est plus en recul, on propose un panneau de revêtement métallique de la même couleur que les mezzanines. Donc, le plan ici est en recul d'un peu plus de 3 mètres par rapport à la ligne de l'eau. L'autre bâtiment résidentiel qui donne sur l'avenue Wilson est à son tour, lui aussi, en recul de 3 mètres, ce qui donne un dégagement de 6 mètres entre les deux bâtiments. Cette implantation-là a été travaillée dans un souci de préserver l'intimité des occupants. C'est également une opportunité d'effectuer de la plantation. Donc, il y a des arbres qui sont proposés dans cet espace, des arbres qui sont de type un peu plus colonne, là, qui n'ont pas un très grand déploiement, mais qui vont contribuer à assurer l'intimité des occupants. À noter également le recul qui est proposé juste ici, qui permet de respecter l'implantation du bâtiment voisin, qui est un triplex, et qui permet aussi de créer une opportunité de faire une petite cour intéressante d'environ 25 mètres carrés à l'usage du logement qui est au rez-de-chaussée, qui est en fait un logement familial. Toujours au niveau de la toiture, il est important de mentionner que le projet offre une grande terrasse commune. En fait, c'est une terrasse de plus de 100 mètres carrés qui laisse suffisamment d'espace pour avoir une utilisation à plusieurs occupants en même temps dans cet espace. L'entrée de stationnement est située sur l'avenue Melrose, la voie d'accès à double sens qui mène au stationnement souterrain à une largeur d'environ 3,2 mètres. Toutes les dispositions entourant les aménagements d'entrée de stationnement, les largeurs de portes de garage ont été révisées récemment. Donc, il est possible qu'une demande de dérogation soit faite pour permettre un aménagement tel que vous le voyez présentement. Le sous-sol, quant à lui, est doté d'un stationnement d'une aire de stationnement de 14 unités. On retrouve aussi au sous-sol des espaces de rangement, également des stationnements pour vélos et une salle de déchets pour la gestion des matières résiduelles. Donc ici, je passe les élévations du projet.
Voici ici la proposition d'aménagement paysager. Donc, on peut voir la localisation de l'accès au stationnement souterrain. Les espaces qui sont libres sont verdis, à l'exception de la servitude au pourtour du tunnel Melrose, qui, pour des raisons techniques et d'entretien, doit demeurer dégagé et bétonné. À mentionner également l'emplacement pour la gestion des matières résiduelles qui est localisé spécifiquement à cet endroit pour faciliter la gestion des bacs qui se fera à l'entrée et à la sortie par la pente menant au stationnement souterrain. Dans un souci d'assurer la fluidité des entrées et des sorties du tunnel, nous demanderons sous forme de condition qu'un plan d'aménagement paysager nous soit soumis, un plan révisé, lequel devra assurer qu'on ait un dégagement visuel et physique de l'aménagement pour permettre l'accès au tunnel. Donc, vraiment s'assurer un dégagement visuel et physique du tunnel via une révision au certificat d'aménagement paysager. Ici, vous pouvez voir la proposition de toit verdi, comme je l'ai présenté tantôt. Pour les études d'ensoleillement, à l'équinoxe du printemps, le projet proposait un léger impact sur la toiture du garage automobile qui est à l'arrière. De manière générale, le projet n'a pas aucun impact supplémentaire sur la luminosité des façades des logements avoisinants à l'équinoxe du printemps. Au solstice d'été, le projet a peu d'impact négatif sur son contexte, donc quasiment pas d'impact. Et au solstice d'hiver, l'ombre ajoutée impacte la toiture du bâtiment commercial ici, qui est le garage automobile, ainsi qu'une partie des façades de la conciergerie qui donne sur l'avenue Wilson. Il faut toutefois se rappeler qu'au solstice d'hiver, le soleil est très bas et que les impacts d'ensoleillement sont assez probables dans toutes les circonstances. Finalement, une étude acoustique et vibratoire a été réalisée compte tenu de la proximité du projet avec la voie ferrée. Donc, les niveaux sonores ont été simulés à l'intérieur des futures constructions. Ceci dit, avec un double vitrage standard, là, les niveaux enregistrés lors de la simulation sont inférieurs au seuil établi par la réglementation. Pour les vitesses vibratoires également, elles ont été mesurées lors du passage des trains et elles sont inférieures au seuil défini par la réglementation. Donc, le projet est conforme à cet aspect et ne requiert aucune mesure autre que celle recommandée dans le rapport. Pour ce qui est de l'impact sur la circulation, en fait, on a demandé que soit produite une étude d'impact sur la circulation. Cette dernière mentionne que les débits qui sont véhiculés par le projet sont inférieurs à 10 véhicules à l'heure aux heures de pointe du matin et du soir. Donc, l'accroissement de la circulation qui est généré par le projet de développement implique pas de détérioration significative des conditions d'écoulement dans le secteur. Ça ne créerait pas de trafic ou de congestion outre mesure, ni dans la zone d'étude. Donc, aucune intervention est requise pour atténuer les flux de circulation. À mentionner toutefois, vu la fonction plus industrielle et commerciale du lieu, il y a diverses entrées charretières qui seront éliminées. Il y en a une de 12 mètres de long sur l'avenue Melrose et une autre sur le boulevard de Maisonneuve, ce qui va vraiment permettre d'accroître la capacité de stationnement sur rue de 3 places. Donc, c'est à considérer. Donc, voici l'analyse de la direction, l'état de l'immeuble visé par la demande. Donc, les bâtiments sont dans un état précaire. Les structures ne respectent pas les normes en vigueur et un très grand nombre de déficiences devront faire l'objet de mesures correctives à court terme afin d'assurer la sécurité du public et des occupants. Le bâtiment n'a pas non plus été conçu pour accueillir une fonction résidentielle, évidemment. Concernant la détérioration de l'apparence architecturale et du caractère esthétique, qualité de vie du voisinage, le bâtiment ne contribue pas au renforcement ou à l'évolution du milieu bâti. Le site revêt peu d'intérêt pour le voisinage étant donné son utilisation comme lieu de manutention et d'entreposage qui générait, et de garage mécanique qui génère quand même d'importantes nuisances pour le voisinage. Il y avait énormément de circulation et de nuisances générées par les usages qui étaient exercés sur ce site. Le coût de la restauration. L'analyse établit qu'il serait difficile, voire inefficace de conserver des éléments existants et de les rendre conformes aux exigences des codes et des règles de l'art en vigueur. Finalement, l'utilisation projetée du sol dégagé.
Nous considérons que l'usage résidentiel proposé est un projet de remplacement qui est compatible avec son milieu environnant, notamment au niveau de l'usage résidentiel qui est proposé, de sa volumétrie également et de son implantation sur le site. Évidemment, les bâtiments ne sont pas non plus situés dans un secteur patrimonial, ne font pas l'objet d'une protection tant au niveau protection patrimoniale, tant au niveau municipal, provincial, fédéral. Donc, ils ne possèdent aucune caractéristique architecturale représentative du secteur non plus. Je vais poursuivre avec la recommandation. Donc, la direction est favorable à la démolition et à son projet de remplacement pour les raisons suivantes. La demande satisfait aux critères applicables du règlement régissant la démolition des immeubles. Le bâtiment visé par la demande de démolition présente peu d'intérêt patrimonial et ne possède aucune caractéristique architecturale représentative du secteur. L'usage résidentiel proposé du projet de remplacement est compatible avec le milieu environnant et constitue une grande amélioration pour le secteur. Le bâtiment visé par la demande de démolition présente peu d'intérêt patrimonial et ne possède aucune caractéristique architecturale représentative du secteur. La construction hors toit devra être approuvée en titre 8 selon les critères prévus à l'article 22 du règlement d'urbanisme de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Le projet de remplacement sera approuvé conformément. Le projet de remplacement devra être approuvé conformément au titre 8 selon les critères prévus à l'article 122.14 du règlement d'urbanisme de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, traitant de la construction d'un bâtiment destiné à être occupé par un usage sensible et situé sur un terrain adjacent à l'emprise d'une voie ferrée principale. Je poursuis. Les mesures de mitigation formulées dans le rapport intitulé « Études de conformité acoustique et vibratoire au coin de la rue Melrose et du boulevard de Maisonneuve » préparé par l'atelier CETER seront mises en place. Le projet de remplacement est assujetti au règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social abordable et familial. Le règlement régissant la démolition des immeubles impose l'exigence de fournir une garantie bancaire d'un montant équivalent à 15 de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d'évaluation foncière, assurant le respect des conditions imposées et l'exécution du programme de réutilisation du sol dégagé. Une autorisation en vertu du règlement sur les dérogations mineures pourrait être demandée afin d'autoriser que le projet de remplacement soit doté d'une voie d'accès au stationnement souterrain d'une largeur inférieure à 5,5 mètres. Donc, la DORS recommande, la Direction d'aménagement urbain et de services aux entreprises recommande d'autoriser la demande aux conditions suivantes. Donc, que les documents suivants lui soient soumis préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, un plan de gestion des matériaux issus de la démolition, un plan de gestion des matières résiduelles des futures occupations, un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier, un plan d'aménagement paysager révisé qui assure le dégagement physique et visuel de l'accès au tunnel, qu'aucun appareil de climatisation ne soit installé sur un balcon ou une façade, que des espaces de rangement intérieur soient aménagés, qu'au moins 10 des unités soient de type familial comprenant 3 chambres et plus et une superficie minimale de 96 mètres carrés, qu'au plus 20 des unités aient une superficie de 50 mètres carrés et moins, qu'aucun logement ne soit entièrement aménagé sous le niveau du rez-de-chaussée, qu'une demande de permis pour la construction d'un projet conforme à la réglementation d'urbanisme et au projet de réutilisation du sol dégagé soit déposée préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, et ce, dans les 12 mois suivant la présente approbation, que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, et finalement, que les travaux de démolition soient terminés dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Merci pour votre écoute. Merci, Mme Cournoyer. Alors, nous allons maintenant commencer avec la période des questions et commentaires du public, en commençant avec les questions et commentaires des participants à la vidéoconférence. Alors, pour les membres du public qui sont ici avec nous ce soir, si vous avez des questions, des commentaires à faire, je vous invite à lever vos mains. Et comme ça, on pourra débloquer vos micros. So for those members of the public with us here tonight, if you have questions or comments that you'd like to make on the public record, I'll ask that you raise your hand in the app so that we can unblock your microphone.
Je vois la main de M. McQueen. Je demanderais à ce que ce soit posé rapidement, OK, Peter? C'est plutôt pour les membres du public. J'ai aucun problème que le public va avant moi. J'attendais. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui sont levés la main ou? Non, tu es le seul. OK. Alors, ma question concerne le dégagement pour l'entrée du tunnel. Alors, vous avez mentionné que ça vous concerne et merci beaucoup pour cela. Mais dans les dessins, ça va l'air assez un peu coincé. Alors, je voulais juste savoir combien de pieds devant l'entrée du tunnel vous pensez devrait être pavé, complètement dégagé et pavé pour que les gens puissent rentrer, sortir, manipuler leur vélo en entrant et sortant. C'était ça ma question. La question est posée. Madame Cournoyer? Oui, oui, merci, M. McQueen. En fait, cette question-là, elle a été discutée largement dans nos différentes réunions d'avis préliminaires au CCU. Il faut comprendre que le tunnel est sur l'emprise du domaine public. Donc, il serait souhaitable qu'il y ait un aménagement qui soit réalisé pour assurer la fluidité devant le tunnel. Mais cet aménagement-là, puisqu'il se trouve sur le domaine public, c'est à la ville de le réaliser. Donc, on a discuté avec nos équipes techniques qui nous ont informé que lors de la réfection des trottoirs, suite à la réalisation du projet pour corriger là, finalement les entrées de stationnement qui ne seront plus requises, il sera là, discuté là, la possibilité de faire un élargissement devant le tunnel justement pour permettre une meilleure fluidité des entrées et sorties de ce tunnel. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Arsenault, on ne vous entend pas. Et voilà, merci. J'avais oublié de dire que vous pouvez aussi également poser vos questions dans le clavardage. You can also write your questions in the chat. And so a question from Ms. Sweeney, which is, will the presentation be made public? This is a public session, and I do believe that it'll be posted online on the borough's YouTube channel. So it'll be up there for all of the public to see for an extended period of time. S'il n'y a pas d'autres questions du public, Monsieur McQueen, last question. Une deuxième question. Quel est l'élément de... est-ce qu'il y a une contribution au fonds de logement social ou est-ce qu'il y a quelques unités dans le projet lui-même qui vont être des logements abordables ou sociaux ou familiales? Merci. Oui, en fait, en vertu du nouveau règlement sur la métropole mixte, le projet aura certaines contributions à faire, notamment pour le logement social, puisque la question du logement social, ça s'applique à tout projet qui est de plus de 450 mètres carrés. Il sera également, ça sera une contribution financière, par contre. Il y aura également une contribution financière pour le logement abordable, puisqu'encore une fois, ça vise les projets de plus de 450 mètres carrés. Donc, c'est dans les deux cas, c'est des contributions, mais financières. C'est pourquoi, dans notre recommandation, on a on a demandé que du logement familial soit inclus dans le projet. Parfait, merci. Merci pour la réponse. Alors, à en constater aucun autre commentaire en attente ou question en attente, nous allons maintenant procéder aux questions et commentaires écrits que nous avons reçus, que je vais prendre la peine de lire moi-même. Et voilà. So we received, I think, 6 written comments and questions that are up on the screen. I'll be reading them à voix haute, as we say.
So the first one is our family has been living on Melrose and NDG for many years. We're in support of the projects because of the following reasons. This project will replace deteriorated and dangerous industrial warehouses and garages. This project integrates very well with the neighboring building topology. It incorporates handicap accessible units. It will have a well-balanced mix of unit types, including family-sized units. The architecture of the project is well designed and the project integrates phenomenally with the neighborhood. The project includes underground parking, even though it is not obliged by the bylaw. The project is as of right and is in conformity with the city zoning parameters in place. And the developers are fine people who stand true to ethics and stewardship in their interaction with the neighborhood and its citizens alike. Quite the glowing review. All right, moving on to the second comment. I am a neighborhood resident and business owner for many years. As a business owner on Monkland and a true NDG lover, I feel that this project is hugely beneficial to this neighborhood and to the borough at large. This project will help NDG flourish as a borough and will clean up a terribly problematic section of the city. For so many years, this section of Maisonneuve has been ugly and full of decrepit warehouses and garages. This project will ensure that the bike path and streets will become beautiful. The project will integrate phenomenally. Great job to the developers and many thanks to the architect for doing an amazing job. I would also like to mention that the developers have incorporated a very well-balanced unit mix. There are many family units and I am thankful for this. The new residents from this project will also be great for all of the businesses and will bring new life to the city. I strongly support this project. Comment number 3. I've lived on Clifton for many years and I own several properties in the vicinity of the proposed project. I am so grateful for this project. I have had the opportunity to speak with the developers on a number of occasions and even to look at the project renderings. The projects integrate very well, provide underground parking, many family units are in complete conformity with the zoning regulations. The developers are very approachable people and they have made sure to understand the neighborhood needs, and this is evident in the project plans and renderings. There will be many family units and these projects fit in perfectly with the neighborhood. The proposed building typology integrates just perfectly. I'm thrilled that we will eliminate these ugly buildings that are a hazard to me, my fellow neighbors, and the citizens at large. I support these projects and I support the demolition of these ugly buildings. Comment number 4. I've been a business owner in this location for 31 years. In fact, our building currently touches the proposed demolition site at the back. I'm a direct neighbor of this property and my business operates out of the building. I am writing to express my abundant support for this project. This neighborhood needs projects like this. This project will increase the quality of life for everyone around it and for the neighborhood at large. The current properties impose a security risk to all of the residents and are valued customers. Businesses need these types of projects in order to survive in these trying times. NDG has a lot of potential and will thrive by allowing the demolition of buildings such as the properties on Melrose. Comment number 5, to whom this may concern, I would simply like to support the demolition of the site for the following reasons. Supply much needed apartments for NDG residents, continue the beautification of Maisonneuve Street by removing old industrial buildings, and significantly increasing the green space on both Melrose and Maisonneuve. Thank you very much for your consideration. And the last comment. I have biked along the NDG path for over 10 years and love this neighborhood. Most of the buildings along the Maisonneuve are blights. I really support this project given that the new buildings will have proper green space and will add grass, trees, and shrubs to the bike path area. Right now, coming from the Westmount side, biking along the path in NDG is depressing. I am all for projects that bring more green space and life to this corner. Il y en a 2 de plus. Ah? Il en reste encore 2, je pense. Je l'ai raté. Bon, so the second to last, the landscaping of the Melrose. The landscaping of the Melrose entrance should be free of any visual obstacle for pedestrian safety. The entrance to the tunnel is already obstructed due to the geometry of the stairs. We want to make sure that no additional layer is added to an already hidden entrance. Also push for a rooftop garden, more family units of 3 bedrooms, already a saturated studio condo market. NDG is a family-oriented neighborhood. We wish for the building design to be more contemporary. Page 24 of the presentation, there's unacceptable coverage, cannot host any activity at the tunnel entrance. Need more generous public space for the community near the tunnel entrance. More concern should be given to urban heat island strategies. We'd like for the borough to take this opportunity, 1, to start discussions with CP to seek improvements to the existing tunnel and its entries to make it accessible and safe for all users. And 2, to discuss with CP the possibility of creating additional, more friendly and accessible connections between the 2 sectors above and below the tracks. And last but certainly not least,
Being a resident on Harvard, NDG has been home to me for many years. I'm writing to express my support for the demolition of these buildings. The project is in complete conformity with the zoning bylaws. I support the project as it includes the following elements: a low-rise building with rooftop terraces to promote a village-like feeling, generous setbacks to allow for more green space around the building, live vegetation green roof, high-quality exterior finishing and classic brick colors, interior storage for bicycles for all residents, and underground parking. This project is to the advantage of all citizens, and I fully approve of this development. Great job to the developers. Et voilà. Ce qui nous amène à la période de questions et de commentaires des membres du comité. Alors, je vais chercher les mains levées des membres. Je vous demande de lever vos mains si vous souhaitez intervenir sur la recommandation de la dose. Je vois Malaka Akawi. Oui, bonsoir. Je veux juste pour commencer, spécifier quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas de stationnement en souterrain. Hein? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y en a? Ah, OK. C'est vrai, c'est dans l'autre qu'il n'y a pas. OK. Stationnement de 14 unités, 14 places de station. C'est bon. Maintenant, moi, j'aimerais aussi appuyer votre demande pour avoir des plans détaillés de paysage, parce que je trouve qu'au niveau du paysage, on n'a pas assez d'informations. Et je demande que toute plantation à proximité du tunnel soit plutôt basse pour garder la visibilité vers l'entrée du tunnel. Okay? Et je vais profiter de la présence de M. McQueen à cette assemblée pour aussi demander la même chose qui a été demandée tout à l'heure par d'autres participants. Il est important de revoir cette entrée du tunnel qui est dangereuse, qui ne permet pas l'accès aux personnes à mobilité, c'est juste les vélos. Mais en même temps, c'est un accès, le tunnel est un accès qui est assez fréquenté. Donc, au moins revoir cet escalier, je pense que ça serait important de le revoir pour le mettre en ligne avec le tunnel pour qu'on puisse voir d'une extrémité à l'autre. Merci. Merci, Malaka. C'est bien noté. Ensuite, Jamila Hadjamou. Oui, je vais aller dans le même sens que Malaka. Je pense qu'il y a une attention particulière qui doit être accordée à la configuration de l'accès au tunnel, étant donné qu'on va avoir un espèce de trou béant pendant quelque temps avec le projet. Ce serait peut-être l'occasion de réfléchir à comment le mettre en valeur. Je sais que c'est plus côté ville, arrondissement, mais je pense que c'est peut-être l'occasion jamais de bonifier, de faire les choses plutôt que d'avoir une espèce d'entrée glauque vers un tunnel. Donc, c'est peut-être l'idée. Moi, je sais que ce n'est pas directement lié au projet, mais c'est une occasion, je pense, aussi. Merci. C'est bien noté et je tiens à souligner le fait qu'une exigence, une condition dans ce sens a été inclue dans la recommandation de la dose. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je pense que nous ne sentons pas le besoin de passer en délibération privée. Alors, s'il n'y a pas de demande formelle des membres, je vais proposer que nous adoptons la recommandation de la dose telle qu'elle. Est-ce que cela vous va? Je ne vois aucune main levée en désaccord. Je vois la main de Pilar Mora. Non, excuse, c'était pour dire que ça me va, mais je pensais que la main levée, c'était pour l'accord. OK. Mais bon, Ouais, je la descends. On va clarifier ça. S'il n'y a pas de demande de vote, je vais présumer que c'est à l'unanimité. Okay. Voilà, ça va simplifier la chose. Et voilà, alors c'est adopté à l'unanimité. Merci à Mme Cournoyer pour la présentation et les réponses aux questions. Merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions, soit par écrit, soit en personne. Et nous allons maintenant procéder au deuxième dossier de la soirée, c'est-à-dire la demande de démolition du bâtiment situé au 5281 au 52
89 boulevard des Caries, présenté par Mme Bousso-Allen. Bonjour. Bonjour. Je vais juste faire un partage d'écran. Comment ça fonctionne sur Zoom. Parfait. Est-ce que vous le voyez? Parfait. Oui. Okay. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter pour la première fois au comité de démolition le projet 5281-5289 boulevard des Caries pour une demande de démolition. La procédure est que l'opposition est autorisée en vertu de l'extrait de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la publication de l'avis public ou à défaut dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier ou au secrétaire trésorier de la municipalité selon le cas, et qu'avant de prendre la décision, le comité doit considérer les oppositions reçues. Ces séances sont publiques. Il peut en outre en tenir une audition publique s'il l'estime opportun. Donc, aucune opposition n'a été reçue. Il est aussi possible de faire appel à la décision du comité en vertu de l'extrait de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans les 30 jours qui suivent la décision du comité, afin d'interjecter appel de cette décision devant le conseil. Tous membres du conseil, y compris les membres du comité, peuvent siéger au conseil pour entendre un appel à interjecter. Donc, la personne qui souhaite faire appel à la décision peut transmettre par écrit sa demande à la secrétaire d'arrondissement et le conseil d'arrondissement fixera une date pour entendre l'appel et les parties concernées. Donc, le processus au complet inclut donc une demande de démolition, la décision rendue par le comité avec ou sans condition, et suite à ça, une décision favorable, avec appel ou sans favorable avec appel ou défavorable avec appel dans l'autre cas, ou bien une décision défavorable sans appel sont possibles. Donc, les 3 scénarios peuvent découler de ce comité aujourd'hui et qui mènera ou à la délivrance du permis de démolition ou au refus de la demande. Donc, les critères d'évaluation sur lesquels sont basées les décisions du comité sont l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, la valeur patrimoniale de l'immeuble. Le projet a été présenté pour une analyse préliminaire pendant la période d'affichage et les membres du comité se sont posé des questions sur les raisons pour lesquelles la démolition de ce bâtiment devrait être approuvée étant donné que le bâtiment est dans un état acceptable. Certains commentaires ont été émis aussi par rapport au fait qu'il y a des balcons dans la cour latérale au premier niveau et que ceci soulève des problèmes d'intimité et aussi ont soulevé les problématiques de bruit et de qualité de l'air pour un projet donnant sur le boulevard de des Caries. Donc, dans cette présentation, nous mettrons en valeur les aspects qui sont en rapport avec la possibilité et le besoin de démolir. Donc, pour commencer, on vous présente le projet qui est situé à l'intersection du boulevard des Caries et d'avenue Isabella. Le projet se situe dans un périmètre de moins de 400 mètres du métro Snowden et à proximité de l'autoroute 15. Dans un secteur mixte où sont autorisés 3 à 6 étages. Et dans ce secteur-ci, on observe une grande hétérogénéité des hauteurs et des usages existants. Notamment, nous avons des tours à bureaux qui sont situées sur des carrés, le délit Snowden
mitoyen, une pompe à essence dans l'autre coin de rue, puis un salon funéraire. Nous avons aussi des duplex à l'arrière, qui est une zone qui autorise un maximum de 2 étages. Donc, ce secteur-là présente vraiment une grande mixité du fait qu'il se situe des 2 bords de l'autoroute et d'une voie à fort débit. Le bâtiment a été construit en 1938 dans le cadre d'une urbanisation rapide qui a suivi l'arrivée du tramway au quartier Notre-Dame-de-Grâce. L'occupation initiale était une conciergerie et durant les années 80, il y a eu une succession de transformations qui ont abouti à la conversion du bâtiment en usage commercial et bureau seulement. Et il y a eu aussi une succession de propriétaires et de locataires commerciaux, mais qui ont fait des travaux successifs sur le bâtiment. Le propriétaire actuel est une compagnie à numéro, mais qui a acquis le bâtiment en 2020 et le bâtiment est actuellement inoccupé. Donc, la photo la plus récente que nous avons du bâtiment remonte à 1961, dans lequel on peut observer les caractéristiques originales de la conciergerie telle que construite dans les années 30. On observe notamment des linteaux en pierre continue, des corniches en pierre et des balcons en cour avant. Toutes ces caractéristiques ont disparu graduellement au fil du temps et laissent place à un style post-moderne avec des fenêtres en aluminium, une brique assez moderne et de la fausse pierre au rez-de-chaussée et du revêtement en crépi. Donc, on observe notamment qu'aucun élément architectural d'origine n'a été conservé et que les rénovations sont de qualité inférieure à l'état d'origine tel que mentionné dans une étude de valeur patrimoniale, mais qui a été soumise en avril de cette année. Il a été observé aussi dans cette étude que le bâtiment ne présente pas de valeur architecturale contextuelle ou historique identifiée. Donc, il est à noter aussi que l'immeuble n'est pas situé dans un secteur patrimonial et ne fait pas l'objet d'une protection patrimoniale au niveau municipal, provincial ou fédéral. Donc, dans cette étude patrimoniale, il a été mis en valeur aussi certains aspects d'architecture qui rendent le bâtiment peu intéressant pour une restauration, notamment par le fait que son enveloppe et son isolation, portes, fenêtres, charpentes, issues et autres ne correspondent pas aux normes en vigueur aujourd'hui et présentent des déficiences et voire même un danger public. On observe aussi que les commerces qui sont situés en cour anglaise ne sont pas accessibles de façon universelle pour le public. On observe aussi que le fait que le bâtiment est situé dans une zone où il est nécessaire de renforcer les mesures acoustiques en raison du bruit émergent de l'autoroute et que la structure actuelle, la composition actuelle des murs ne le permet pas en tant que tel et devrait être modifiée. On a reçu un rapport d'ingénieur assez détaillé qui fait référence à plusieurs défaillances mineures, mais qui se multiplient un peu partout dans le bâtiment et qui font référence notamment à l'étanchéité, au manque d'isolation et de membrane, à certaines fissures et dommages en façade. Certains aspects aussi ont été relevés à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur et à l'intérieur en rapport avec la structure et qui font référence à des percements dans la structure existante qui ne sont pas autorisés, à une détérioration de certains supports, à des fissures et entre autres à des dommages à l'extension arrière qui sert de moyen d'évacuation et de cours latéral actuellement.
Donc, un des aspects mais qui a été soulevé aussi dans l'étude d'ingénierie est que le mur mitoyen semble présenter une non-conformité par le fait que le bâtiment semble être construit directement sur le mur voisin. Il se peut aussi que la situation soit inversée et de par ce fait, il serait possible que la démolition puisse devoir être analysée plus amplement par un ingénieur avant d'être autorisée. Et c'est une des conditions qui est posée aujourd'hui par la direction. Donc, à titre de comparaison, il a été analysé que l'intégration de la structure existante du bâtiment pour un projet d'agrandissement coûterait en moyenne 16% de plus que si le bâtiment venait à être démoli complètement et reconstruit à neuf. Et la conclusion du rapport d'ingénierie est que dans ce contexte d'agrandissement majeur et d'ajout d'étages, il ne reste que peu d'éléments de la charpente existante qui soient utilisables et qu'il est certain que plus de 50% de la charpente devra être démolie, vu que le projet exigerait également une mise aux normes du code du bâtiment. Pour cela, plusieurs éléments de structure devront être revus et remplacés et renforcés. Donc, nous arrivons par cette conclusion que la conservation de l'intérieur du bâtiment n'est pas nécessairement, ne présente pas d'intérêt dans ce cadre qui vient créer une complexité et des délais et des risques à la sécurité par le prolongement d'un chantier dans le cas d'une transformation pour agrandissement comparé à une démolition totale pour une construction neuve. Donc, pour ce qui est du projet proposé, l'usage au sol qui est proposé est un bâtiment mixte, commercial et résidentiel. Le bâtiment est conforme à la grille des usages et à ses spécifications générales de par son implantation, qui est de 84%, sa hauteur maximale de 20 mètres, 6 étages pour une densité de 4,48, alors que sont autorisés 4,5 de densité dans cette zone. Un commerce est inclus au rez-de-chaussée qui dispose d'une accessibilité universelle par des carrés. 35 logements sont proposés, 35 unités de stationnement vélo, ainsi qu'un aménagement au toit avec un espace vert, un écran végétal à l'arrière et une contribution pour le logement social de 63 700 $ selon les exigences du règlement pour la métropole mixte, pour une métropole mixte. Donc, on a au rez-de-chaussée une occupation principale par un commerce avec une rampe d'accès et des zones d'entreposage temporaire pour les déchets, ainsi qu'une zone de support à vélo qui sont en quelque sorte encastrés dans la conception du bâtiment, ce qui vient à créer une sorte de semi-enclos. On observe notamment que certains éléments pourraient être améliorés, notamment l'évacuation des déchets recyclables domestiques et commerciaux qui sont entreposés au sous-sol et qui, selon les plans proposés, devraient être évacués par des carrés afin de se rendre à la zone d'entreposage temporaire qui se situe sur avenue Isabella. On observe aussi que la rampe d'accès universelle ne semble pas correspondre aux normes en vigueur et devrait être améliorée. Donc, il est exigé qu'une nouvelle proposition soit faite qui soit plus aux normes. Pour ce qui est des logements proposés, on a une variété qui semble correspondre aux besoins du quartier.
du fait qu'il est situé à proximité du métro et qu'aucun stationnement n'est proposé. Nous avons insisté pour que quelques logements avec 2 chambres à coucher soient inclus. On se retrouve donc, le nouveau programme qui a été proposé consiste à 15 studios, 10 logements avec une chambre à coucher et 10 avec 2 chambres à coucher, mais aucun logement familial n'a été proposé. Donc, on observe aussi qu'en façade, que la façade commerciale pour le rez-de-chaussée commercial a été grandement améliorée par rapport à la cour anglaise existante. Cependant, nous avons quelques commentaires à faire en condition aussi par rapport à la matérialité de cette façade-là, notamment du fait que tout le revêtement est en métal et que ceci peut présenter des problèmes en termes de durabilité à long terme. Ceci sera discuté un peu plus tard dans la présentation. Puis, au toit, on retrouve un aménagement intéressant avec une toiture végétalisée, mais qui était exigée pour remplacer le manque d'espace au rez-de-chaussée pour un aménagement paysager et un verdissement. Une terrasse est aussi incluse sur le toit avec des aménagements temporaires de tables et des aménagements permanents de bacs de plantation. On observe notamment sur la cour, sur l'élévation avant donnant sur avenue Isabella, la continuité du revêtement observé sur l'avenue, sur le boulevard des Caries. Donc ici, on souhaiterait avoir une révision de ce revêtement-là pour inclure un revêtement en maçonnerie d'une hauteur minimale de 75 cm afin de limiter les dommages liés à la circulation ou à l'entretien des trottoirs du fait que cette élévation est située à ras du trottoir, telle qu'autorisée par les règles d'insertion. L'entreposage des déchets se fait aussi à ce niveau-là pour la collecte. Cet aménagement semble raisonnable, seulement afin de décider de la superficie qui serait recommandée, un plan de gestion des matières résiduelles est demandé en condition d'approbation. Une autre condition a été proposée pour les balcons situés en cour latérale du fait qu'ils surplombent un petit peu les cours arrière des voisins. Encore une fois, la marge latérale est réglementaire, ainsi que le recul des balcons, cela dit pour des soucis de qualité de vie du voisinage, on demande un retrait de ces balcons en tant que Juliette ou bien le remplacement par des loggias, excepté pour les balcons qui font le coin avec avenue Isabella et qui ne semblent pas avoir de vis-à-vis direct s'ils sont maintenus à la même position. Donc, voilà, je vous montre ici les balcons mais qui sont visés par la condition. Ce sont plus les balcons qui se situent au fond de la cour latérale. Pour ce qui est de l'aménagement paysager, une variété de plantes a été proposée, des vivaces et des graminées dans tous les bacs de plantation et sur le toit vert, ainsi que des plantes grimpantes qui seraient plus centrées sur les bacs le long de mais les bacs le long de la clôture. Donc, dans ce cas-ci, on observe notamment que ceci vient créer
un écran végétal avec les voisins. Le pourcentage de verdissement qui est proposé est conforme. Cela dit, nous souhaitons avoir un plan d'aménagement plus détaillé afin de pouvoir juger de la qualité des plantes et de leur maintien pour assurer leur viabilité et durabilité. Les matériaux proposés pour ce projet consistent à une brique rouge qui reprend un petit peu les motifs en losange qu'on retrouve dans le voisinage, notamment pour le salon funéraire adjacent de l'autre côté de l'avenue Isabella et qu'on retrouvait aussi dans le projet d'origine avant les modifications des années 80. Puis, il propose aussi un bloc de béton architectural gris lisse qui pourrait être autorisé en dérogation mineure étant donné que le règlement n'autorise pas ce type de revêtement avec une apparence de béton. Afin de pouvoir trancher sur cette question, il serait important de fournir des échantillons matériels, car cette photo n'autorise pas vraiment à avoir un sens de la matérialité de ce bloc de béton. Aussi, on demanderait aussi à ce que les panneaux métalliques ne s'arrêtent pas au sol, mais soient remontés à une certaine hauteur par rapport au trottoir. Donc, cet aspect-là de matérialité est intéressant, mais pourrait être amélioré et bonifié en ayant une proposition un peu plus détaillée. Pour ce qui est de l'étude d'ensoleillement, il a été constaté que dans l'ensemble, un agrandissement de 3 étages n'a pas un impact majeur sur le voisinage. J'ai seulement extrait quelques images de l'étude, mais qui a été fournie et qui est très exhaustive. On observe entre autres que c'est vraiment vers 14 heures qu'il y a un impact, d'ensoleillement, mais de perte d'ensoleillement pour les cours arrière. C'est vraiment vers 14 heures qu'on le voit à l'équinoxe de printemps. Il est de même aussi pour le solstice d'été dans lequel le changement, la variation d'ensoleillement est observée vers la même heure avec une réduction partielle d'ensoleillement par rapport à l'ombre déjà existante. Pour ce qui est du solstice d'hiver, nous n'avons pas observé vraiment d'aggravation étant donné que le voisinage est ombragé dans les deux cas, que ce soit avec la situation existante ou bien avec le bâtiment proposé. Bien sûr, il y a un prolongement de l'ombre sur le bâtiment, mais on n'observe pas de perte d'ensoleillement partiel ou total, étant donné que l'ensoleillement n'existe pas. Donc, dans notre analyse, on fait état du fait que l'immeuble est dans un état acceptable, mais présente plusieurs non-conformités et déficiences architecturales et structurales, que le bâtiment aussi n'a pas de valeur patrimoniale répertoriée et a perdu ses caractéristiques architecturales représentatives de son époque de construction et que le bâtiment actuel ne contribue pas au renforcement ou à l'évolution du cadre bâti et qu'il n'est pas souhaitable nécessairement d'avoir un bâtiment commercial vacant actuellement dans le quartier, ainsi que des commerces accessibles par des cours anglaises, n'ayant aucune interface avec le domaine public ou les bâtiments voisins. Il est observé aussi dans notre analyse que
Le coût de conserver le bâtiment par rapport à une démolition complète se traduit principalement par une augmentation globale des coûts de 16%, et que l'intégration de la structure existante à un projet d'agrandissement rajoute de la complexité, ainsi qu'une démolition de plus de 50% à l'intérieur du bâtiment, alors qu'une démolition totale permettrait une meilleure conception des espaces intérieurs et extérieurs. Donc, dans cette optique aussi, nous avons proposé certaines modifications, mais à l'usage proposé pour le rendre encore plus intéressant. Mais pour commencer, certains aspects semblent rencontrer les exigences pour la démolition, notamment du fait que le projet de remplacement est compatible avec son milieu par sa composition, que le bâtiment offre une typologie d'habitation intéressante pour les besoins locaux de la population, du fait qu'il s'intègre au nouveau développement sur le boulevard des Carrés par son architecture contemporaine, que l'étude d'ensoleillement ne montre pas d'impact significatif, mais lié au remplacement en comparaison avec le bâtiment existant. Certains commentaires sont émis par rapport à l'aménagement des balcons, mais tel qu'il a été présenté, ainsi que la conception du rez-de-chaussée qui ne permet pas le déplacement des déchets résidentiels, et aussi par rapport aux revêtements mais qui ont été proposés, notamment du fait que le revêtement commercial semble être fragile aux impacts physiques, mais liés à l'usage et entretien du trottoir. Le bâtiment n'est pas situé dans un secteur patrimonial et ne fait pas l'objet d'une protection patrimoniale au niveau municipal, fédéral ou provincial. Donc, la direction recommande la démolition pour les raisons suivantes. La demande satisfait aux critères applicables du règlement régissant la démolition des immeubles. Le bâtiment visé par la demande de démolition présente peu d'intérêt patrimonial et ne possède aucune caractéristique. L'usage résidentiel est compatible avec le milieu environnement et contribue une amélioration de l'offre en logement locatif et de commerce de proximité dans le secteur. Le projet de remplacement est assujetti au règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial. Le règlement régissant la démolition impose l'exigence de fournir une garantie bancaire d'un montant équivalent à 15% de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d'évaluation, assurant le respect des conditions imposées et l'exécution du programme de réutilisation du sol dégagé. La condition devra répondre aux exigences d'atténuation acoustique conformément aux articles 122.12 et 122.13 du règlement d'urbanisme, et le verdissement devra se conformer à l'article 386 du règlement d'urbanisme. Suite à cela, les recommandations de la direction sont conditionnelles à plusieurs documents et améliorations, notamment que les balcons situés dans la portion arrière de la cour latérale soient remplacés par des loggias ou juliettes, que la cour latérale soit dotée d'un passage piéton d'un maximum de 1,5 m et que le reste de la superficie soit doté de plantations, que la partie inférieure des façades commerciales soit recouverte de maçonnerie sur une hauteur minimale de 0,75 m à partir du sol, que l'accessibilité universelle soit mise aux normes en vigueur par rapport à la conception d'une rampe d'accès plus large, que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, notamment un plan de gestion des matériaux issus de la démolition,
un plan de gestion et de mitigation des impacts de chantier, un plan de gestion des matières résiduelles qui assure le déplacement de tous les déchets par la cour latérale, une étude d'ingénieur en structure qui recommande des méthodes de démolition de manière à garantir la préservation de l'intégrité structurelle et coupe-feu du bâtiment mitoyen durant la démolition et la construction du bâtiment. Une étude acoustique formulant des recommandations conformément aux articles 122.12 et 122.13 du règlement d'urbanisme, un plan d'aménagement paysager détaillant le toit vert et un plan d'entretien de toutes les plantations, qu'une demande de permis pour la construction du projet conforme à la réglementation du urbanisme et au projet de réutilisation du sol dégagé soit déposée préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, et ce, dans les 12 mois suivant la présente approbation. Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition et soit terminés dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Donc, voici la période de questions et de commentaires, et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, tout comme pour l'autre dossier, nous allons commencer ce soir. Alors, j'invite les membres, en fait, de personnes. Excusez-moi, M. Arsenault, il semble avoir un problème avec votre fil d'écouteur. Votre micro coupe. Ah, d'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? Beaucoup mieux, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? OK. On va faire ça sans écouteurs et micro. Alors, il n'y a personne du public qui demeure dans l'appel, dans la vidéoconférence. Alors, nous allons procéder tout de suite aux questions et commentaires écrits. Et là-dessus, je pense qu'on n'a reçu aucun commentaire ou question depuis tantôt. Alors, nous allons maintenant procéder immédiatement aux questions et commentaires des membres du comité. Alors, j'invite les membres. J'ai Mme Adjamou qui a levé sa main. J'aimerais qu'on nous précise, qu'on nous clarifie les éléments qu'on va revoir au PIA, en vertu du PIA. J'aimerais ça peut-être juste savoir, comme ça après on peut revenir peut-être à vos recommandations et voir déjà les conditions que la DOSE a émises, s'il vous plaît. Excusez-moi, je ne sais pas si mon son fonctionne. J'ai un peu perdu. Je ne suis pas habituée à présenter sur Zoom. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Désolée. Donc, le projet n'est pas… donc, si vous me perdez, s'il vous plaît, vous me faites signe parce que je vous entends, mais je ne vous vois pas. Le projet en soi n'est pas assujetti à un critère directement, mais le comité de démolition peut demander à le revoir. Donc, si vous souhaitez le revoir en PIA, il serait possible de le faire. Et il me semble qu'il y a quand même des éléments ou des critères, des éléments qui doivent repasser en vertu de certains critères ou de certains types de PIA, non? C'est ce que j'ai pu comprendre. Okay. Donc, théoriquement, il ne repasse pas du tout au PIA. Il serait possible de le faire repasser. Il n'y a pas de PIA qui s'applique directement à ce projet, à ma connaissance du moins. Donc, je laisserai peut-être
lui aussi intervenir s'il y a, sur ce point, s'il y a un moyen de le présenter en PIA, en vertu de l'article 668 qui autorise de revoir les projets qui présentent des éléments d'intégration architecturale. Il serait possible, mais à ma connaissance, ce projet n'est pas directement visé par un PIA. Je ne sais pas si c'est Jean-Simon qui a peut-être une réponse. OK. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut remettre juste les conditions à l'écran? Les conditions sont que les balcons situés dans la portion arrière de la cour soient remplacés par des logias et Juliette. Donc là, on fait référence, entre autres, à ce qui est souvent discuté, les issues d'intimité. Donc, le retrait de... C'est bon, les conditions, je voulais juste les visualiser. Je voulais voir vraiment la portée de ces conditions-là. Peut-être ne pas les enlever. Oui, je vais revenir là-dessus, mais je vous montre un peu l'enjeu. Puis je vais revenir là-dessus. Je l'avais compris, c'était sur le côté. Oui, pardon, oui. Okay. Donc, non, c'est correct. Je voulais juste visuellement les regarder. OK, moi, c'est ça que je voulais un petit peu voir, peut-être contrôler. Il y avait les matériaux, que je trouvais que c'était intéressant d'avoir des matériaux qui rappelaient peut-être un peu le milieu. C'était peut-être ça. Je ne sais pas si vous faites référence. Moi, il y avait le jeu des matériaux que je trouvais quand même intéressant si je réfère à celui d'origine. Oui. On le place, mais il faudrait que le bâtiment vienne marquer dans le fond le paysage. C'est ça peut-être que je trouve qui est un peu manquant. C'est mon principal commentaire, puis on verra comment on va le formuler plus tard. Merci. Merci. D'accord. Merci beaucoup, le paysage. OK. Et la main levée de Malaka, suivie par Pilar. Oui, ben moi, quand je regarde l'ensemble des conditions que vous émettez, je constate que le projet n'est pas prêt à être approuvé. Je parle du projet de remplacement. Dans son état actuel, et puis, je vais dans le même sens que Jamila, je me dis, ça serait essentiel qu'on puisse le revoir, puis pour l'ensemble du projet, pas seulement pour certains détails. Donc, je pense que j'insiste là-dessus. Et en ce qui a trait aussi à tout ce que vous avez énuméré, plus des détails de construction sur toit, parce que je ne suis pas certaine si ce que je vois sur les plans est adéquat par rapport à l'aménagement. En plus, sur le toit, étant sur des carrières, 6 étages plus haut, ce sera trop venteux pour avoir une toiture non protégée par des panneaux vitrés ou quelque chose du genre. Donc, à mon avis, il faut absolument qu'on puisse revoir l'entièreté des plans d'architecture de ce projet-là. Merci. Merci, Malaka. Pilar? Oui, mon commentaire va dans le sens, j'ai entendu dans la présentation qu'il n'y avait aucun logement familial dans les projets. Alors, ça sera, si ça passe, toute la discussion du projet, tout ça, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il faut donner la condition, mais ça sera intéressant d'inclure des logements familiaux dans les projets. C'est un bon point, merci beaucoup. J'ajoute ma voix aux commentaires de Pilar. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des membres? Je vois toujours la main levée de Pilar et celui d'Isabelle. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Je m'excuse, j'ai changé. J'ai une panne d'électricité chez moi. J'ai changé d'ordinateur et puis je prends le Wi-Fi de mon téléphone. Alors, je me sens un peu précaire. Moi, je voulais simplement appuyer le commentaire de Malaka à l'effet qu'on puisse le projet dans tous ces détails. Là.
Merci Isabelle. Juste pour être clair là-dessus, il n'y a pas, Demila, si je comprends bien, il n'y a pas d'exigence particulière d'intégration architecturale, mais nous allons quand même le voir en PIA. Le projet pourrait être présenté de nouveau à vous si c'est la condition que vous posez. Alors, nous allons l'ajouter comme condition. Okay. Et ensuite, si on pourrait revenir à la page de la présentation avec... et oui, Mme Adjamou mentionne dans le clavardage qu'il faut ajouter la condition de revoir le projet. Alors, disons que nous avons consensus sur l'ajout de cette condition. Si on pourrait revenir à la diapo avec les unités. Oui, bien sûr. Merci. Comme ça, on pourra discuter. Et merci pour la précision de Mme Bédard qui dit qu'on peut demander qu'il soit assujetti au titre 8 du règlement d'urbanisme pour une révision architecturale, effectivement. Alors, effectivement, je pense que avec 40% de studios, il faut un peu plus de diversité dans le nombre d'unités. Je ne l'ai pas devant moi, mais j'essaie de me rappeler ce qu'on a vu dans l'autre projet, peut-être comme point de départ. Il y avait à peu près 20%, autour de 20% d'unités qui avaient 3 chambres à coucher, puis 19,5% qui étaient en dessous de 50 mètres carrés, si je me souviens bien. Je me demande si quelque chose du même genre serait agréable pour les membres. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? J'ai la main levée de M. Laporte. Oui, je ne sais pas comment lever la main. Oui, M. Arsenault, excusez-moi. C'est juste pour préciser la question du PIA applicable. Selon l'étude qu'on avait réalisée, le bâtiment serait assujetti au PIA essentiellement en vertu de l'article 122.7 qui se rapporte à 122.6 pour la construction d'un bâtiment destiné à des fins d'habitation qui est situé à proximité d'une voie de circulation, d'une autoroute, pardon. Donc, ce sera à valider, mais c'est le résultat de l'étude qu'on avait faite. Donc, essentiellement en vertu pour évaluer les mesures de mitigation liées aux impacts ou aux nuisances du boulevard et de l'autoroute des Caraïbes. Merci pour la précision. Madame Bédard note dans le clavardage que c'est pour les mesures de mitigation uniquement. Alors, on va maintenir la condition dans la recommandation afin de pouvoir regarder plus que juste les mesures de mitigation telles qu'appuyées par Mme Akaoui dans le clavardage. Alors, c'est ça, au sujet des unités de logement. Chers membres, je vous demande votre avis là-dessus. Est-ce qu'on souhaite avoir un peu plus d'équilibre? Rappelons que nous avons cette proposition de projet ne rencontre pas les standards du règlement. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, comme point de départ, je vous propose quelque chose de similaire, de fixer un minimum pour le pourcentage d'unités familiales, et un maximum pour les unités à petite dimension. Est-ce que cela vous irait? Si vous avez des questions ou commentaires là-dessus, laissez-moi savoir. Je vois la main de Temila.
excusez-moi, mais je n'arrive pas à trouver la main. Je voulais juste souligner que dans ce projet-là, mais l'espace par étage est très limité. Donc, oui, il serait possible de proposer des logements familiaux, mais en tenant compte vraiment de la limite de superficie d'implantation qui est autour de 300 mètres carrés. Donc, un logement familial serait l'équivalent de 3 logements ici, ce qui est toujours faisable, évidemment, mais ceci devrait être pris en considération pour un aspect de pourcentage. Et aussi, la proximité de l'autoroute. Donc, je recommanderais, si on devait demander des logements familiaux, de les situer peut-être en cours latéral plutôt qu'en cours avant. Voilà. Mais sinon, pour cela, peut-être prendre ça en considération pour les pourcentages. Merci beaucoup pour la recommandation de situer les logements familiaux en cours latéral. Bonne suggestion. Je pense qu'on devrait l'inclure comme exigence. Je vois que Isabelle est d'accord avec ma proposition et de Jean également qui dit que cela me conviendrait d'augmenter le nombre de logements familiaux. Les logements, indépendamment du nombre de chambres, sont vraiment très petits, effectivement. Et depuis lors, c'est un bon point, elle dit. Alors, nous comprenons que et Malaka aussi est en accord, pour nos fins, oui, effectivement, un logement familial équivaudrait à peu près 3 logements studios. Alors, j'essaie de faire le calcul mental, mais ça m'échappe. Si on souhaite remplacer, ou disons, non, c'est pas mal ça, c'est 3 logements. Et Lucie mentionne que c'est 96 mètres carrés pour 3 chambres à coucher, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut effectuer un calcul rapide pour voir qu'est-ce que ça donnerait en termes de pourcentage d'unités si on choisirait de convertir soit 3 logements studios, soit quelque chose comme dans le diapo ici, peut-être logement 2 et 3, peut-être logement 5 et 6. Ce n'est pas juste l'équivalent à 3 studios, c'est aussi un studio plus un 2 chambres. Alors, si on peut peut-être prendre quelques minutes de pause pour calculer les pourcentages. Et Mme Dumas pose la question de pourcentage d'unité ou pourcentage de superficie. Moi, je me suis dit pourcentage d'unité. Je suis ouvert à la suggestion contraire et je vois la main levée de Malaka Akaou. Oui, je pense que ça serait intéressant peut-être qu'on en parle à huis clos un peu pour discuter de ces éléments-là avant de statuer au complet. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, j'accueille la suggestion favorablement. Serait-il possible, étant donné qu'il y a en fait, il n'y a pas de membre du public en tant que tel, il y a l'attaché politique du bureau des élus avec nous ce soir. Alors, serait-il possible de fermer l'entrée de cette vidéoconférence et d'arrêter l'enregistrement afin qu'on puisse discuter en huis clos? Est-ce que Maxime est là? Oui, donnez-moi juste un petit instant. Merci. Demander. Parfait. Alors, je pense que ouais, tous les micros sont éteints. Alors, merci. Nous sommes de retour. Puis, nous avons réglé l'affaire des exigences en matière de mètres carrés des unités et logements familiaux. Donc,
nous avons 3 conditions qui seront ajoutées à la recommandation, c'est-à-dire l'exigence pour révision architecturale sous le titre 8 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Nous avons une exigence, une condition que minimum de 10% des unités soient des logements familiaux avec un certain minimum de mètres carrés qui sera contenu dans la 3e condition sur les tailles minimales des unités. Et je vais juste demander à Temila de répéter les mètres carrés pour chaque type de logement afin que tout le monde soit sur la même page là-dessus. Excusez-moi, est-ce que vous voulez les pieds carrés proposés ou les pieds carrés qu'on pose en condition? Les pieds carrés qu'on ajoute aux conditions. Au mètre carré, pardon. Mètre carré dans les conditions. Donc, ça, c'est dans le clavardage qui est là. Donc, excusez-moi. Donc, ça serait 96 mètres carrés pour les logements familiaux avec 3 chambres à coucher. Une taille de, je vais vous revenir, de 65 mètres carrés minimum pour les logements de 2 chambres à coucher, 50 mètres carrés pour les logements avec 1 chambre à coucher et 40 mètres carrés pour les logements en studio. Ça, c'est les derniers chiffres qui ont été mis dans le clavardage. Il me semble que c'est ça que tout le monde avait approuvé. Je pense qu'on est peut-être toujours un peu confus. Moi, j'avais vu que nous utiliserons les chiffres d'axiologie qui sont un peu plus hauts. Dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin de préciser les pieds carrés. Nous allons seulement nous référer au tableau d'axiologie. Voilà. Puis, je prendrai les chiffres à partir de là. Ouais, alors, donc, condition que les tailles... Ah, et merci, Lucie. Pardon, c'est moi qui étais confus là-dessus. Trop de chiffres dans le clavardage. Alors, effectivement, ce sont les mètres carrés mentionnés par Temila, c'est-à-dire celle de axiologie. Alors, maintenant que cela est clair et qu'on s'est penché là-dessus, je vois les mains levées de Jean-Simon Laporte et Jean Dufresne. Je relis les chiffres, je veux juste comprendre. 40, 50, 65, 96, pas axiologie. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai compris. Mais ma question, est-ce que les salles de bain sont incluses ou non? La façon dont le calcul est fait par axiologie est très détaillée. Donc, nous pouvons tout simplement, si vous le souhaitez, utiliser les mêmes critères pour le calcul. Oui, mais on change les chiffres d'axiologie. C'est simplement une question. Quand on va imposer 40 pour un studio, est-ce que ça inclut la salle de bain, oui ou non? Oui. Merci. Oui, ça devrait inclure la salle de bain. Merci. Ouais, c'est la réponse dans le clavardage de Lucie également. Alors, 40 mètres carrés pour un studio, 50 pour 1 chambre à coucher, 65 pour 2 chambres à coucher et 96 pour 3 chambres à coucher. C'est fait, c'est confirmé, c'est réglé. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires des membres avant que nous adoptions la recommandation modifiée avec les conditions ajoutées? Sinon, je vais proposer l'adoption. Et si je ne vois pas une question, une demande de vote, je vais présumer que nous l'adoptons à l'unanimité. Ça vous va? Il y a un commentaire de Jean-Simon dans le clavardage qui est quand même intéressant. Écoutez, je pense qu'on a eu assez de trouble pour clarifier les conditions qu'on voulait ajouter.
si la DOS souhaite faire des suggestions de conditions, qu'on les fasse pour la présentation initiale. C'est sûr qu'on apprécie les suggestions, mais là, le temps de le faire, c'est pour la présentation qu'on aurait pu avoir eu en huis clos ou ce soir. Alors, ça va aller comme ça. Et je vois l'accord de M. Dufresne pour l'unanimité. Et si je vois aucun désaccord là-dessus, je vais déclarer que c'est adopté. Alors, cela épuise notre ordre du jour. Merci beaucoup aux membres pour votre travail. Merci encore une fois à la direction pour vos 2 présentations. Et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et merci au public qui s'est joint à nous ce soir également. Merci tout le monde. Bonne nuit. Merci. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Bye. Bye. Bonsoir.